Bonjour, ici Kashink et vous écoutez Du mur au mic. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et moi, Adrien. Et vous écoutez Du mur au mic. Du mur au mic, c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain. Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert, eh bien, notre objectif avec ce podcast, c'est de les faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Kashink, artiste iconoclaste et autodidacte qui aime aborder les tabous dans la société. D'abord, merci Kashink de participer à Du mur au mic. Merci. D'ailleurs, si vous êtes curieux et souhaitez voir les réalisations de Kashink, rendez-vous sur son compte Instagram, Kashink1. Il y avait déjà quelqu'un qui avait Kashink? Ouais, je crois que c'est un rappeur québécois. Ah ouais? Non. En fait, c'est vrai qu'il y a un rappeur québécois qui s'appelle Kashink et ça date maintenant. Je pense plus qu'il soit très actif. Mais je l'avais contacté à l'époque sur MySpace, donc ça date pas d'hier. Mais je crois que le premier compte, il a été créé par une fille qui fait du tatouage quelque part au fin fond des États-Unis. Donc c'est pas moi qui l'ai eu en premier. Mais c'est une tradition aussi dans le graffiti de mettre un 1 à côté de son nom. Oui, c'est vrai. Ou un 2 ou un n'importe quoi. Parce que ça signifie quoi? Le nom de la rue, le nom de... Non, en général, je pense que c'est une tradition qui vient du tout début du graffiti où t'avais des mecs qui mettaient le numéro de leur rue, en fait. Par exemple, Taki 183, typiquement. Et ensuite, je pense qu'il y a eu des gens qui ont pris à peu près les mêmes noms et qui se sont dit, moi, je serai le 1 et toi, tu seras le 2. Tu vois, donc il y a des trucs un peu comme ça aussi, quoi. Et ça vient de où, ça, Kashink, ton nom d'artiste? Alors, c'est une onomatopée. Donc, quand j'étais ado, j'adorais les BD, j'aime toujours ça. Donc, je lisais pas mal de comics et tout ça. Et je me souviens d'avoir lu ça dans une BD qui devait être un peu un truc de super-héros. Je sais plus si c'était X-Men ou un truc comme ça. Et c'était une onomatopée je crois que c'était quelqu'un qui passait à travers une fenêtre, qui cassait une fenêtre. Et ça faisait kshing, tu vois. Et du coup, ça m'avait parlé, ce bruit, je l'avais trouvé génial. Et j'avais trouvé ça cool, les deux cas, au début à la fin. Enfin, je trouvais ça... voilà, ça m'a parlé, donc je l'ai gardé. Kashink t'embellit l'espace urbain depuis plus de 15 ans. Tu as commencé par des petits collages, des stickers un peu partout dans la ville. Tu t'es mise ensuite à la bombe pour faire les œuvres qu'on connaît maintenant. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur afin de te dédier vraiment à ton art? Je pense que j'ai toujours été créative, mais j'avais pas forcément confiance en moi par rapport à ce que je pouvais faire, tout simplement. Et pendant longtemps, du coup, même en tag et en graffiti, en fait, j'avais essayé de peindre à la bombe quand j'étais au collège, mais j'avais trouvé que c'était hyper dur, que c'était hyper technique. À l'époque, les sprays aussi étaient pas pareil que maintenant. Il y avait une grosse pression, donc c'était une forme d'art particulièrement où il fallait travailler pour savoir utiliser l'outil. Mais du coup, petit à petit, je pense que j'ai pris confiance en moi en fait en grandissant et en me disant que je pouvais me permettre de faire des choses qui me faisaient plaisir en fait, que j'avais envie de me donner ce droit. Et donc du coup, faire des tags ou faire des dessins dans la rue, c'était une manière à la fois d'aller un peu à contre-courant parce que j'ai toujours aimé ça aussi. Et de m'exprimer, quoi. Et sans faire de scission entre les deux courants, mais aujourd'hui, tu te sens plus appartenir au mouvement graffiti ou au mouvement street art? Là, par exemple, j'ai passé ma journée à coller des stickers d'un autre tag que j'ai en ce moment, qui n'est pas du tout Kashink, qui est femme. Donc j'écris femme sur des stickers comme un tag. Okay. Et j'ai passé ma journée à coller ça, tu vois. Donc je continue à faire des trucs un peu, on va dire, graffiti, entre guillemets, parce que pour moi, le sticker, le tag, etc., c'est quand même une pratique graffiti quand même assez courante. Et puis, j'ai des copines avec qui je fais aussi pas mal d'actions vandales. Et non, ils ne sont pas forcément avec mon nom non plus. Ouais. Donc, du coup, on va dire que je garde cette activité qui me donne du sens à ma pratique de street artiste légale et officielle, on va dire. D'ailleurs, quand tu signes ton nom, tu as un style bien à toi qu'on est capable de bien reconnaître. C'est coloré, il y a des portraits non genrés, des couleurs de peau qui n'existent pas vraiment, des portraits qui ont 4 yeux. Comment tu as développé tout ton univers figuratif?
Alors c'est venu progressivement. Déjà j'avais cet héritage de BD, de traits comme ça, pop, on va dire. Et en parallèle de ça, j'avais quand même pas mal de fascination assez jeune pour les portraits, pour la pratique du portrait artistiquement, c'est-à-dire que ce soit de la photo, de la peinture, etc. Et puis, je pense aussi la tradition des masques. Donc souvent on me pose cette question-là, c'est vrai que c'est hyper lié pour moi parce que c'est une influence que j'ai vachement ressentie en regardant en fait dans différentes cultures comment ça se passait et en voyant qu'en fait c'est une tradition qui existe dans toutes les cultures du monde et c'est assez rare, commune à tous les humains quasiment. Donc il y a dans des cultures qui n'ont rien à voir les unes avec les autres une tradition de masque. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de travailler sur cette notion d'identité, du masque, de la symbolique de ce masque, et d'essayer de développer en fait un travail assez complet, c'est-à-dire sans barrière, effectivement, ni de genre, ni d'origine, on va dire, et d'essayer de proposer un truc plutôt universel, quoi. Et quelle est la part autobiographique que tu mets à chaque fois dans les œuvres que tu réalises ? Ça, c'est une bonne question parce qu'elle est énorme. C'est assez récemment, proportionnellement au nombre d'années depuis lesquelles je peins, mais j'ai dû me rendre compte de ça il y a peut-être 4-5 ans que en fait, je faisais des autoportraits. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'expression de mes personnages, comme je travaille en impro, l'expression des personnages était complètement différente en fait selon la manière dont je me sentais à ce moment-là. Et donc du coup, ça se transmettait vachement dans la peinture, sans que finalement j'y pense. Et puis finalement, je regarde le truc et je me dis ah ouais, c'est vraiment comme ça que je me sentais aujourd'hui. Et c'est assez intéressant justement de pouvoir faire quelque chose qui ressemble pas réalistiquement à soi. Parce que c'est aussi explorer notre univers intérieur et tout ce qu'il y a autour de nous qui n'est pas visible. Parce que on est une enveloppe sur laquelle on peut être jugé parfois, une apparence, un genre. Et du coup, je trouve ça assez cool de pouvoir s'exprimer d'une manière complètement à l'écart de tous ces codes-là. Tu parles de codes. Ce que tu essaies de faire vraiment, c'est de représenter un idéal physique autre que ce qu'on voit dans les médias, d'ouvrir ce dialogue social-là. Pourquoi tu mets autant d'emphase? Pourquoi c'est si important pour toi de le faire, de faire ressentir ça aux gens? Déjà parce que je trouve que l'idéal physique qu'on nous présente, il est hyper cruel. Pour les femmes spécifiquement. Et du coup, je trouve que c'est quand même assez absurde finalement d'être bombardé constamment comme ça d'images et ou de tutoriels de faites ci, perdez du poids, achetez ça, vous savez pas comment vous habiller, il y a tout qui est là pour vous. Comme si on était incapable de prendre une décision par nous-mêmes en fait. Et du coup, je trouve que c'est assez aliénant. Et je trouve que c'est intéressant de questionner ça aussi, parce qu'en fait, on est tellement habitués que parfois, on n'y pense même plus. On n'y pense plus, on se demande pas pourquoi telle fille est mise en avant, pourquoi tel produit a été commercialisé avec tel code de publicité, souvent évidemment relié à des choses sexy, etc. Enfin, en tout cas, une image de la femme qui est utilisée pour vendre et qui est donc présenté comme un idéal à suivre, comme si en gros si t'étais pas ça, t'es nul quoi, tu vois, et tout est prétexte en fait à te faire sentir nul et pas que le physique au final. Tout est finalement relié autour de préceptes de vie où tu dois être ci, tu dois être ça. En fait, la femme a beaucoup de devoirs et assez peu de droits. Donc du coup, je trouve ça intéressant de questionner ça et de se dire qu'en fait, les droits, ils peuvent s'acquérir aussi en se battant pour les avoir et que c'est quand même une voie qui me paraît intéressante à suivre, moi personnellement. Sur certaines œuvres que tu as réalisées, justement, tu mets parfois des messages et tu allies clairement en gros tout l'impact visuel à du texte. Est-ce que tu penses que c'est important parfois de souligner justement, plutôt que dans certains cas de dire que chaque personne peut avoir une interprétation différente, de rajouter du texte en plus pour que le message soit encore plus clair? Oui, alors effectivement, le message pour moi c'est assez intéressant parce que ça permet de trouver des mots-clés. Et de contextualiser en fait aussi, ça peut être aussi un morceau d'histoire, c'est-à-dire il y a pas mal de murs que j'ai faits qui sont comme si c'était une case de BD en fait.
Et encore une fois, voilà, ça se recoupe. Mais ce que je trouvais assez cool, c'était aussi l'impact des mots, parce qu'en fait, là, en ce moment, on voit pas mal de collages dans les rues sur les féminicides, etc. Je trouve ça assez dingue et assez efficace. Il n'y a aucun graffeur qui a retourné Paris comme ça. Jamais dans l'histoire du graffiti. Donc... bravo. Bravo. Et en plus, je trouve que en plus, ça sort de Paris, donc ça va aussi dans d'autres régions, et ça, c'est vraiment génial. Et en plus, je trouve que c'est un droit, du coup, que tout à coup, des femmes se prennent, alors qu'avant, elles ne pensaient pas qu'elles pouvaient, en fait. Et ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je me dis, waouh, en fait, c'est génial, parce que finalement, le texte... je prétends pas avoir inspiré, mais je sais que j'ai fait partie de ce qui a motivé en fait à ce qu'il y ait un engagement en fait et qu'il y ait une action qui se passe. Et je pense que le texte, il est hyper important pour ça. C'est-à-dire que l'image, comme tu le dis, elle peut être interprétée de mille manières, mais le texte, c'est le texte. Donc je trouve ça assez cool de pouvoir mélanger les deux. From the street to the wall, to the wall. Speak to you. From the street. Tu utilises souvent le terme fun activiste. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment qu'on pourrait l'expliquer aux gens? Alors, c'est funtivism. C'est l'histoire, ça part de l'artivism, tu vois, donc le concept de faire de l'art activiste, etc. Mais moi, je trouvais ça assez marrant déjà de garder ce mot d'activisme, parce que c'est un mot qui me tient vachement à cœur. Je trouve qu'il me parle beaucoup plus que le militantisme, parce que dans l'activisme, tu as la notion d'action. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Et après, le côté en fait fun, c'est venu aussi du projet que j'avais fait, 50 Cakes of Gay, que j'avais commencé en 2012, à l'époque justement du débat à propos du mariage pour tous, et que j'avais en fait commencé en me disant c'est pas possible que je laisse que je réagisse pas en fait à ce qui se passe, j'ai jamais vu ça, et puis qui ait cru qu'en France on fasse un truc pareil. Enfin, je pense que les Français à l'étranger, ils ont quand même une réputation de gens qui sont assez à l'aise avec tu vois, leur vie sexuelle, qui ont quand même une image de gens assez relax et tout ça, et donc je trouvais ça hyper choquant. Et cette année-là, c'était la première année où je voyageais assez pour pouvoir me dire ok, je vais faire un projet où je vais aller dans 8 pays différents et je vais peindre des gâteaux de mariage qui soient en fait un symbole. C'était des gâteaux de mariage gays, mais en fait c'était des gâteaux de mariage, et en fait du coup c'était un symbole qui était à la fois qui était facile à comprendre pour tout le monde, encore une fois pour beaucoup de gens de cultures différentes. Et aussi, je trouvais que c'était plus facile de susciter l'empathie en fait, et la compréhension en utilisant un code que tout le monde connaît et qui est relié à quelque chose de fun, et qui est relié à quelque chose de plaisir. Un moment que tu partages avec tes amis, un anniversaire, une fête, pas forcément qu'un mariage, mais quelque chose de fun et de positif. Et donc du coup, j'ai trouvé ce mot-là à cette époque en me disant c'est exactement ça que je veux faire. C'est-à-dire que je vais essayer de contourner en fait, le côté grave d'un sujet, en l'abordant d'une manière positive pour que ça puisse vraiment sonner, enfin, que ça puisse être une manière de parler avec tout le monde, quoi. Que tout le monde, en fait, puisse comprendre de quoi je parle. Si on revient un peu à tes œuvres, à ton art, tu en as glissé un petit mot tout à l'heure. Quand tu arrives devant un mur, t'as pas une idée déjà derrière la tête, t'as pas déjà de croquis, tu fais de la pure improvisation. Comment tu t'y prends? Alors, déjà, je dessine à la maison, quand même. J'ai une pratique de dessin chez moi. Donc, je dessine pas des croquis qui vont me servir à des murs, mais je dessine pour pratiquer le dessin. Et en fait, de cette pratique du dessin, je tire une mémoire de mes lignes, entre guillemets. C'est un peu mystérieux, mais voilà. Enfin, le processus créatif est mystérieux, globalement, quand même. Mais là, en gros, l'idée, c'est que quand j'ai mes lignes dans ma tête, parce que je les ai tracées et que je les ai déjà pratiquées, je sais comment je vais pouvoir les refaire à nouveau. Après, évidemment, la pratique des années d'expérience font que tu arrives mieux, évidemment, à t'organiser. Mais c'est vrai que la part la plus mystérieuse, c'est quand tu arrives devant le mur et que tu sais pas du tout ce que tu vas faire. Tu vois, et que
T'as beau avoir toutes les lignes dans ta tête, t'as beau avoir toute ta pratique, t'es encore devant une page blanche et tu sais pas comment tu vas faire. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est assez magique. Moi, c'est mon moment préféré. Parce qu'en fait, selon ce que j'ai comme contrainte ou comme avantage dans cette situation, le nombre de couleurs, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ou pas, est-ce que j'ai de quoi monter en hauteur ou pas, est-ce que j'ai un mur qui est en bon état ou pas, etc. Ça va évidemment impacter tout ce que je vais faire. Donc, et puis, évidemment, la manière dont je me sens. Ça aussi. Mais ouais, il y a des périodes où, tu vois, je suis dans un certain style, donc je sais que je vais être plus ou moins dans certaines thématiques ou dans une certaine gamme de couleurs ou dans un certain agencement de mes lignes ou de formes, etc. Mais globalement, en fait, j'aime bien aussi pousser le truc et me lancer dans l'inconnu, en fait. J'adore. Lors de la préparation de cet échange, tu évoquais à quel point découvrir l'univers de l'artiste Leigh Bowery avait été déterminant pour toi. Donc pour les auditeurs qui sont moins familiers avec cet artiste, Leigh Bowery était un artiste performeur et designer de mode australien très connu dans les années 80 et 90 et qui a élevé à cette époque le déguisement au rang d'art. Il est aujourd'hui considéré comme une icône de la mode et a inspiré certains des plus grands créateurs, de Jean-Paul Gaultier à Alexander McQueen. Et pour la petite histoire, il était également la muse du peintre Lucian Freud, qui a réalisé de nombreux portraits de lui. Ouais. Donc Kashing, est-ce que tout comme Leigh Bowery, la moustache que tu portes depuis maintenant 6 ans est un moyen également d'utiliser ton corps comme support de création ? Ouais, alors exactement, bien sûr, ça relie pour moi tout. Leigh Bowery, c'était vraiment pour moi une révélation. J'ai découvert son travail quand j'étais adolescente, je devais avoir peut-être 14 ans. J'ai vu un documentaire sur Arte, je me souviens, sur lui, et j'avais halluciné. Je m'étais dit, mais c'est génial. C'était vraiment une personne qui arrivait à complètement chambouler tous les codes esthétiques, qui avait un travail plastique complet parce que c'était un performeur, c'était aussi, comme tu le disais, un styliste, donc il fabriquait tous ses costumes et tous ses tenues, etc., tous ses looks. C'était hallucinant de nouveautés pour moi, parce que ça cassait tous les codes du genre, ça cassait tous les codes de qu'est-ce qui est aussi beau ou pas. C'est ça que je trouvais hyper intéressant dans son travail, c'est que c'est comme beaucoup d'autres artistes qui m'ont touchée, c'est un artiste où la ligne entre le magnifique et l'horrible est très fine. Et donc du coup, ça m'a vachement parlé. Et donc, l'histoire de la moustache, pour moi, ça recoupe aussi une manière d'être dans la performance. C'est-à-dire que quand on me demande si je suis street artiste, je trouve que c'est un mot qui est assez limité pour moi. Et donc, j'aimais bien l'idée de la performance, de considérer que je suis une performeur, en fait. Parce que c'est une performance que de créer un mur sans avoir aucune préparation. C'est physique, c'est prenant, c'est vraiment une improvisation totale. Donc c'est pour moi vraiment à chaque fois un risque, entre guillemets, enfin un challenge. Et la moustache, en fait, c'est aussi une manière d'être dans cette espèce de performance artistique, quelque part, où c'est comme si je continuais à être dans ma vie artistique tout le temps, en fait. Et ça m'a toujours fasciné, les artistes qui font ça. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui m'ont fasciné et que j'ai rencontré, comme Jean-Luc Vernat, qui est un artiste plasticien aussi, qui fait de la musique et qui fait des dessins et des performances, etc., et qui a le visage entièrement tatoué et qui est... moi, j'ai toujours été fascinée par son travail et j'ai une connexion forte avec lui. J'aime bien l'appeler my mother, tu vois, parce que c'est mon modèle, en fait, à la fois voilà, dans sa ligne artistique et éthique, il est extrêmement intéressant. Tu es en train d'écrire un livre, justement, sur cette moustache que tu dessines chaque jour depuis 6 ans. Peux-tu nous raconter une petite anecdote? Parce que c'est un peu ce que tu vas raconter dans ce livre-là, des réactions des gens, des anecdotes que ça t'a apporté. Alors, effectivement, j'ai plein d'anecdotes parce que 6 ans, c'est long et en fait, il y a eu plein d'étapes, en fait. D'abord, il y a eu des étapes où je savais pas ce que je devais dire aux gens quand ils me demandaient pourquoi je fais ça. Je n'arrivais pas à trouver autre chose que parce que j'aime bien. Donc, j'ai dû apprendre à développer des arguments, les bons mots pour expliquer aux gens que deux traits symétriques sur un visage, ça marche au niveau des sourcils, de l'eyeliner, mais pourquoi pas là? Pourquoi les femmes doivent se maquiller de telle manière? Pourquoi tous ces codes esthétiques sont si arrêtés? Je trouvais ça assez intéressant.
Et là, récemment, une anecdote assez marrante. J'étais dans une caisse, dans la queue à un supermarché. Et j'arrive avec juste des Kinder, je m'achetais un petit goûter. Et il y a une vieille dame qui était déjà là à la caisse, et puis elle me dit passez devant moi si vous avez que ça et tout. Je dis ok, c'est gentil. Puis en fait la caissière elle était en train d'encaisser la personne d'avant, et donc ça prenait un peu de temps, et donc la vieille dame à côté de moi, je voyais qu'elle me fixait vraiment fixement, elle était en train d'halluciner sur moi en fait. Et en fait du coup je la regarde, au bout d'un moment je souris, et puis elle s'avance vers moi, elle se met là, elle me dit vous êtes un travesti? Donc là, j'ai éclaté de rire. Ça l'avait choqué, quoi. Ouais, mais c'était marrant en même temps parce que vous êtes un travesti. Je trouvais ça trop génial. Ouais, je trouvais ça trop marrant qu'elle me dise ça. Et donc, je lui ai expliqué, etc. Et puis en fait, après, je me suis rendu compte qu'elle était un peu dans son monde. Voilà. Mais ça m'a fait marrer, en fait. Je me suis dit... c'était pas une insulte, quoi. C'était pas un truc où elle pensait que ça allait me blesser ou quoi. Je pense que c'était juste... Elle a essayé de trouver les mots qui correspondaient à son époque aussi, peut-être, je sais pas. Ou... Bon, bref, c'était assez marrant. Ouais, il y avait aussi un choc des générations. Ouais, c'est-à-dire, c'est sûr que si je lui parle de non-binarité et de queer, tu vois, elle allait pas savoir de quoi je parle. Ça te permet aussi de sensibiliser justement les gens sur ces concepts-là qui sont encore assez méconnus? Ouais, mais alors, par exemple, si je vais parler à cette dame, je vais pas utiliser le mot non-binarité, tu vois, parce que je sais qu'elle comprendra pas. La plupart des gens, ils savent pas ce que c'est que le féminisme, ils savent pas ce que c'est que la non-binarité. Donc il faut juste essayer de trouver des mots qui veulent dire exactement la même chose, mais qui sont compréhensibles. Donc, tu parles de code esthétique féminin ou masculin, et pourquoi une moustache c'est masculin alors que toutes les femmes elles ont une moustache secrète. Pourquoi il y a autant de pression sur la définition alors qu'il y a tellement de diversité chez les humains, quoi. C'est assez intéressant en fait de pouvoir aborder ce sujet. Et aussi la question de la liberté qu'on s'octroie, d'être qui on veut et de se présenter au monde de la manière dont on veut. Et avec des mots très simples, tu peux vite aller dans des sujets très profonds en fait. T'étais une des rares femmes dans le milieu auparavant. Il y en a de plus en plus qui osent sortir, peindre, se réapproprier la rue, un territoire qui était peut-être un peu plus hostile avant. Ça te fait plaisir de voir ça et d'avoir peut-être aussi ce rôle de modèle-là parce que tu les as vus arriver petit à petit. Bah ouais, c'est clair. C'est quand j'ai commencé, on n'était vraiment pas nombreuses et il y avait déjà un héritage avec une première vague qu'il y avait eu en France notamment avec Miss Van, Fafi. Il y avait quand même une première voie qui avait été tracée, je dirais. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a donné l'idée ou la force de pouvoir y aller. C'est qu'il y avait déjà d'autres femmes qui l'avaient fait. C'est clair que ça paraît une pratique assez compliquée parce que tu prends des risques, parce que c'est physique ou parce que t'es dehors, etc. Donc, c'est clair que c'est des facteurs qui sont pas forcément... où t'es en situation de danger. Donc, voilà. C'est compréhensible qu'il n'y ait pas eu beaucoup de femmes, je veux dire, pendant longtemps, quoi. Et en fait, maintenant, il y en a de plus en plus parce que je pense que tout simplement, c'est maintenant un élan qui est en train de se lancer aussi d'expression et de prise de confiance. Pareil, c'est des milieux où on pense qu'on peut pas aller parce que ça paraît un milieu de mecs, ça paraît dangereux, ça paraît... etc. Mais en fait, il suffit d'y aller et de voir que, non, ça va, en fait. Tu t'es donné une mission un peu de jamais déroger à tes principes en tant qu'artiste. Il y a des artistes, c'est pas facile de vivre de son art. Il y a des artistes qui le font parce qu'il y a des institutions qui leur demandent telle chose ou qui vont peut-être soit à l'encontre de ce qu'ils font ou des fresques, par exemple. On en avait parlé. Voilà. Pourquoi toi, tu t'es donné comme principe de jamais... De boxer les institutions. En fait, tout simplement, je trouve que... Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la France, qu'est-ce que tu en penses de la France, etc. Malheureusement, les institutions françaises, elles sont vraiment old school, quoi. Il leur a fallu du temps avant de se rendre compte que le street art, c'était
rester valables. Il leur a fallu du temps avant de se rendre compte qu'il fallait mettre de l'égalité, tu vois, dans leur recrutement. Enfin, encore aujourd'hui, je suis persuadée que dans la majorité des institutions, les femmes sont payées moins que les hommes. Enfin, je veux dire, c'est quand même... pour moi, c'est pas des références. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des choses qui ont besoin de prouver rien à personne, qui sont là et puis c'est tout. Il faut respecter comme si c'était la sainte parole. Mais moi, je suis désolée, je trouve que c'est pas des organisations qui sont toujours très justes, en fait, et qui promeuvent... ils essayent pas forcément toujours de promouvoir aussi beaucoup de modernité ou d'égalité. Donc... parfois, il y a des discours démagogiques un peu qui peuvent essayer de s'incruster dans le truc. Évidemment, je peux pas m'empêcher de parler du Louvre et de la situation dans laquelle je me suis trouvée il y a 2 ans, où du coup, on m'avait proposé pour célébrer mai 68 de faire une fresque dans la fac de Nanterre. Donc la fac de Nanterre, le musée du Louvre qui organisait cette opération sont 2 institutions majeures artistiques et d'éducation en France. C'est gros, quoi. Je veux dire, c'est énorme. Et c'est pas tellement évidemment que proposer un montant dérisoire pour peindre un mur de 20 mètres de haut, 800 balles, tu vois, c'est une blague. Mais je veux dire, c'était pas que ça qui me dérangeait au final, c'était la manière dont tout était organisé et la manière dont, quand j'ai questionné ou que j'ai posé des on va dire un peu de dissonance dans leur opération, eh ben, j'ai pas eu des réponses très, très cool en fait. J'ai eu des réponses extrêmement insultantes. Et j'ai fini par me barrer de ce projet en me disant mais non, je veux pas faire partie de ce truc où personne ne se rend compte de la valeur de mon travail en fait. Et où finalement tout le monde aurait été bien content d'utiliser mon nom pour dire que je suis activiste et que je suis féministe et que ça a du sens par rapport à mai 68 et que etc. Mais en fait je trouve que c'est important de défendre ses droits et d'avoir quand même une approche où tu ne peux, quand tu vois que tu n'es pas respecté, tu ne peux pas accepter. Et en plus c'est rendre service à la communauté d'autres street artistes que de poser des limites aussi dans la manière dont on accepte les conditions de travail. En fait. Et ça, c'est très important parce que sinon, on est juste des espèces de joyeuderies décorateurs urbains qui font des jolies fresques colorées parce que c'est joli. Et en fait, notre art, il est pas considéré, quoi. Je veux dire, moi, il y a plein de budgets qu'on m'a proposés où c'était moins cher que de faire un ravalement de façade en blanc. Enfin, pas un ravalement de façade, mais des peintres en bâtiment, ils repeignent en blanc, ils prennent plus cher. Voilà. Tu voyages beaucoup. Tu as des œuvres un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est important pour toi de visiter de nouveaux pays, de nouvelles cultures? Est-ce que ça enrichit ton univers artistique? J'ai des invitations de la part de... Effectivement, là, par exemple, c'était des associations locales qui se mobilisent pour pouvoir faire venir un artiste, faire des fresques participatives, participer à des débats locaux avec d'autres... Là, j'avais participé, par exemple, à des discussions avec d'autres femmes artistes localement. Des collaborations aussi avec d'autres femmes, etc. Donc, c'était vraiment cool. Là, ça a vraiment été... j'ai été frappée que tous les derniers voyages que j'ai faits, la plupart des jobs que j'ai eus étaient organisés par des femmes, et ça, c'était assez cool. Mais du coup, là, par exemple, j'étais au Sénégal au mois de décembre. J'ai adoré ce voyage, et c'était une nana toute seule qui organise ça parce qu'elle veut faire des événements artistiques, et elle trouve des sponsors, elle trouve des trucs... Et elle m'a organisé un super programme où j'avais le temps de me reposer et où j'avais le temps de bosser. J'ai fait une fresque dans une prison de femmes à côté de Dakar. C'était génial. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Elle a bien compris aussi ce que je voulais. Donc, elle a tout organisé pour que ce soit comme ça, quoi. Donc, c'est top. On parlait tout à l'heure du fait que tu sois aujourd'hui un modèle pour certaines femmes et jeunes street artistes. Oh my God. Je suis iconoclaste, ça veut dire iconic. Voilà. Justement, toi, est-ce que tu avais des modèles avant de femmes artistes qui t'ont inspiré à devenir ce que tu es aujourd'hui? Ah bah Frida Kahlo, évidemment. Alors là, je peux pas la nier. Hein. Bon, c'est sûr. Son travail et puis son approche, puis aussi sa manière dont elle habitait son art vraiment dans son corps, c'était aussi une forme, tu vois, d'art total. Et évidemment que elle m'a vachement inspirée. Ça, c'est clair.
Après, d'autres femmes artistes, je dirais plutôt, je sais pas, j'ai envie de penser à Nina Hagen, en fait, qui est une chanteuse de punk que j'ai toujours adorée, qui était complètement farfelue aussi, qui faisait des espèces de musique mi-opéra, mi-criée, au punk bizarroïde. Je trouvais ça hyper cool. Et puis cette manière aussi encore de jouer avec tu vois, ce qui est agréable à entendre et ce qui est désagréable, enfin je trouvais ça toujours Avec la frontière entre les ouais, deux. Frida Kahlo c'est pareil, c'est quand tu vois ses photos c'est plutôt une belle femme quoi, enfin moi personnellement je la trouvais belle et quand tu vois ses portraits elle se représente pas toujours aussi belle qu'elle était quoi. Et elle n'hésite pas à accentuer, enfin, en tout cas, elle serait représentée réelle, c'est-à-dire avec ses poils de moustache, ses sourcils, ses défauts. Ouais, et puis de nombreuses toiles étaient complètement le reflet de son état d'esprit à ce ça. moment-là, même Donc, avec la relation qu'elle avait avec Diego Rivera ou des choses C'est comme ça. Alors après, je trouve que ce qui est plutôt intéressant, c'est l'introspection qu'elle a pu mettre dans son travail. C'est-à-dire, évidemment, que c'était cette histoire avec ce mec était importante pour elle, mais je pense que elle a osé, en fait, se représenter et se lancer seule. Même si ce mec était dans son entourage, tu vois, et qui était déjà un artiste hyper reconnu et tout ça, enfin, elle aurait pu être dans son ombre, ou faire du sous Diego Rivera, ou faire des portraits où elle aurait été avec Diego Rivera, tu vois. Elle a fait des portraits d'elle-même, seule, tu vois, donc ça, c'est vraiment cool. On a parlé de ton livre un peu plus tôt, que tu es en train d'écrire sur tes anecdotes avec la moustache que tu dessines. Tu as aussi fait un court-métrage, un film d'animation, corrige-moi si je me trompe, TEP, Ouais, comment c'est on le ça, dit? TEP. TEP, qui parle un peu du phénomène de gentrification. Est-ce que tu travailles sur d'autres projets comme ça? Est-ce que tu as envie d'élargir un peu? Ah bah ouais. En fait, tu crois pas si bien dire parce que je suis venue justement accompagner d'Alan avec qui j'écris et je réalise des courts-métrages. Donc parmi les projets en fait que j'ai envie de faire cette année, en plus de ce livre, c'est des courts-métrages que j'aimerais diffuser. Et donc, du coup, depuis longtemps, ça m'intéresse, les vidéos et écrire, etc. Je trouve que c'est une manière de s'exprimer artistiquement qui est assez intéressante. Visuellement aussi, parce que je sais comment utiliser les images. Donc, j'ai un peu le sens de comment cadrer ou comment faire des prises de vue et jouer avec des personnages. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure, cette idée d'avoir une histoire, tu vois, et de construire une histoire avec des personnages atypiques, justement. Mais je suis contente, en tout cas, d'imaginer d'autres perspectives de création pour pouvoir compléter, en fait, mon univers avec d'autres choses. Kashink, tu es une artiste accomplie avec de nombreux projets en cours et à venir. Que pourrions-nous te souhaiter pour 2020 ? J'aimerais bien trouver le temps, mais en fait, je suis hyper active, j'arrive pas à me poser, c'est hallucinant, mais bon. Mais j'ai besoin de me reposer et de me concentrer sur tout ce dont on vient de parler, là. Voilà. Et que je me laisse pas encore happer par tous les murs qu'on me propose et que je me dise encore, allez, j'y vais. Mais voilà, j'aimerais bien passer plus de temps à faire tous ces projets. Et puis du repos et ces projets de films et de livres en fait, parce que ça nécessite du temps de travailler tout ça. Et quand tu peins plein de murs et que t'es crevé, le soir tu rentres, t'as pas envie de encore bosser, tu vois. Donc voilà. To the wall, it will speak to you. Kashink, un grand merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté du mur au mic. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à liker notre page si vous avez aimé. Vous pourrez aussi retrouver le travail de Kashink sur son Instagram et sur son site du même nom. Vous pourrez retrouver nos actualités sur notre compte Instagram du mur au mic. Un grand merci aussi à la galerie The Wall 51, partenaire de ce podcast. Et nous, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode.